à Aaron pour Oussem. Ok, Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Builderstock du mercredi soir. On est le 11 janvier 2023 et aujourd'hui on a quand même le plaisir d'accueillir Houssen de Old Consulting et Aaron aussi. Et tout d'abord, Aaron, tu me le demandes et je sais que vous, derrière votre ordinateur, derrière votre écran, derrière votre smartphone, vous vous demandez ce que c'est que The Arch. Je vais vous expliquer ce que c'est que The Arch. Et The Arch, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est une communauté de passionnés de Web3, de pros du Web3. Il y a des newbies, il y a des experts, il y a des devs, il y a des entrepreneurs, il y a des builders de toutes sortes. Il y a des passionnés de DeFi, de protocoles DeFi, de blockchain, de de collections NFT, de metaverse, de toutes les belles choses qu'on peut avoir dans le Web3 et dans la tokenisation. Et petit à petit, on s'aide, on s'entraide, on se connecte ensemble, entre projets, entre newbies, entre experts, entre personnes qui cherchent un boulot, d'autres qui offrent des postes. Et ensemble, on avance dans le Web3, on comprend mieux ce qu'est le Web3. Et c'est dans cette optique qu'on fait le Builderstock entre une et deux fois par semaine à 19h. Et ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Houssen de Old Consulting et avec Aaron qui nous fait l'animation. Pardon? Voilà, Aaron, c'est à toi. Salut Robin, salut aux Archer, salut Oussem. Voilà, donc aujourd'hui, petit workshop sur l'expert comptabilité dans le Web3. Et pour commencer de suite, Oussem, je t'invite à te présenter. Qui es-tu? Quand es-tu rentré dans le Web3? Pourquoi? Comment? Quel est ton parcours? Ça marche. Effectivement, ouais, il y a quelqu'un qui dit dans le chat la légende, en fait, magnifique intro de Robin. Merci à tous les deux déjà de m'accueillir. Merci pour cette invitation. Pour me présenter rapidement, en fait, ça fait 10 ans que je bosse en comptabilité. En fait, j'ai fait 2 cabinets avant de lancer mon propre cabinet l'année dernière. Et je suis expert comptable et donc j'ai lancé Odol Consulting début de l'année dernière pour pouvoir, enfin, tout simplement pour lier ma passion du Web3 et mon métier d'expertise comptable parce que je ne trouvais pas un cabinet où je pouvais faire ça. Et donc voilà. Et en tout cas, côté crypto, en fait, moi, j'ai atterri fin 2016, début 2017. On commençait à parler beaucoup d'ICO. C'était le grand boom. Je suis rentré pour ne rien vous cacher pour la spéculation au départ. Après, je me suis vachement intéressé sur la technologie parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis en train de rédiger, enfin chercher un sujet pour passer mon diplôme d'expert comptable et je voulais absolument traiter d'un sujet autour de l'innovation et la blockchain tombait à pic. Ça commençait à de plus en plus m'intéresser. Donc, au départ, j'ai commencé à regarder au niveau des ICO, qu'est-ce que je pouvais faire avec ma casquette, avec ma future casquette à ce moment-là d'expert comptable. Le sujet a été vite traité. Ensuite, je suis allé sur le Lightning Network. Et enfin, je suis tombé sur la DeFi 2020. Il s'est passé beaucoup de temps entre-temps. Ça prend du temps parce qu'en fait, tu dois faire plus d'une centaine de pages à rédiger de la théorie. Et il faut au moins faire un truc qui te passionne parce que c'est des centaines d'heures que tu passes à rédiger. Et en fait, je suis arrivé sur la DeFi un peu par hasard. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, je suis originaire de Madagascar. Donc, à côté de l'Afrique du Sud. Et en fait, jusqu'à maintenant, hein, on n'a toujours pas accès aux mêmes services financiers que les Occidentaux, comme j'ai tendance à dire. Moi, j'ai par exemple mon frère qui ne peut toujours pas acheter des actions de Madagascar, qui ne peut toujours pas faire des prêts, des emprunts, tout ce qu'on peut faire en France de manière assez facilement. Et la DeFi vient rendre toucher. C'est pour ça que j'ai voulu absolument creuser dessus. C'est comme ça que j'ai traité ce sujet-là, en gros avec l'angle expert comptable. Et le sujet, c'était comment l'expert comptable pouvait accompagner un investisseur en DeFi, tout simplement avec la trésor excédentaire. Voilà.
Ok, top. Et donc, ton mémoire permet à tes confrères, tes consoeurs, tout ça, de se baser sur ton travail pour pouvoir accompagner au mieux leurs clients. Enfin, dans quel cadre, quels sont les cas les plus communs, du coup, dans l'exemple de Madagascar ou d'autres pays n'ayant pas accès à des systèmes financiers traditionnels, de, de, de se voir aidé par un expert comptable, donc. En fait, c'est pas en soi le cas de Madagascar ou un autre pays. Tu vois, comme moi, j'accompagne systématiquement des clients français. En fait, c'est plus le côté DeFi. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien pouvoir acheter, faire du leverage, faire acheter des actions tokenisées, comme je disais un peu en intro. Et du coup, ça, je ne peux pas le faire à Madagascar. Mais pour revenir sur la partie expertise comptable et en fait, ne serait-ce que mon mémoire, en fait, j'ai traité sur différents angles. En fait, aujourd'hui, tu as de plus en plus de clients qui veulent investir de la trésor en crypto et tu en as également qui sont un peu plus avancés et qui passent, qui veulent faire de la DeFi, si je peux dire ça comme ça, avec la trésor de la société. En face, il faut savoir répondre à ces clients-là. Donc, moi, j'ai mis en place une méthode pour que les experts comptables puissent répondre à ce besoin-là par des pratiques purement comptables. En fait, comment accompagner, quels sont les risques, quels sont les différents process, comment comptabiliser les transactions qui ont lieu en DeFi, etc., etc. Tu vois, donc, c'est surtout ces aspects-là que j'ai avancé sur la partie du mémoire, en fait. Ouais. D'accord. On a Infix France qui nous parle de Yes Transfer, une appli qui te permettrait donc d'en transférer des euros en arrière avec assez peu de frais. Voilà, on reste du coup sur Madagascar, il me semble. Enfin, ça te parle, c'est pertinent? Alors, l'appli ne me dit rien du tout, mais effectivement, oui, l'arrière, c'est bien la monnaie de Madagascar. Mais je ne vois pas, c'est quoi le lien avec la partie crypto? C'est une appli qui permet de faire des transferts arrière versus crypto, c'est ça? À partir d'euros, là, il me semble. Ok. Mais c'est C'est quoi? bon. C'est pour acheter, c'est pour acquérir des cryptos? Oui, probablement pour permettre, je sais pas, l'investissement en utilisant un stablecoin. Ok. Qui s'appellerait le Yes, Ok, YES, un je connais. stablecoin qui s'appelle Yes. Ok. Pourquoi pas? Mais c'est pour le transfert de valeur là où En tout cas, non, je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que. Ouais, Ok, probablement. Mais en tout cas, oui, non, il se passe aussi des choses. Il se passe Ouais, aussi c'est des choses. apparemment un concurrent de Western Union ou de ce genre d'acteurs. Ok. enfin. Bon, pour revenir du coup à notre structure, tu pourrais nous parler du métier de comptable, donc les principales missions, les compétences, quelles sont les responsabilités? Quel est le client type dont tu pouvais nous parler? Donc je sais pas, une entreprise qui souhaite jouer avec ses fonds apparemment ou autre et tout ça dans un contexte Web3. Ok, ça marche. Question très vague, mais très, très importante. En fait, tu as différents types de clients qui peuvent venir te voir. Aujourd'hui, en fait, les missions sont vastes. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est un peu le docteur de l'entreprise, c'est un peu le bras droit du dirigeant, en fait, et il est vraiment dans chaque décision de l'entrepreneur. En tout cas, et en fait, c'est comme ça aussi qu'ils viennent le voir si jamais il veut investir en crypto. En fait, là, une des choses, par exemple, si je peux prendre une boîte, les clients, par exemple, que moi j'ai des boîtes qui n'ont rien à voir avec la crypto, mais qui viennent, qui veulent investir de la trésor en crypto. Là, tu te retrouves avec différentes problématiques. En fait, la première, c'est que l'investissement en crypto, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de comptabilité pour une crypto. Je vais te donner un peu un déroulé en partant du Bitcoin. Tu peux acquérir du Bitcoin
qui va aller… En fait, tout dépend de l'horizon de l'investissement. Supposons que tu vas dépasser, enfin, tu achètes ce Bitcoin que tu comptes garder plus d'un an, bah, ça va aller dans un compte qui est différent de si, par exemple, tu vas acquérir du Bitcoin pour faire du trading dessus, c'est-à-dire achat-vente sur un court laps de temps. Donc ça va dans un autre compte, encore une fois. Donc, si tu Et le tu as gardes plus d'un an, c'est une immobilisation, c'est ça? immobilisation incorporelle, exactement. Ouais. Typiquement, Et si tu le gardes moins si tu d'un fais an, du ça trading, s'appelle comment? tu as deux cas de figure, j'y viens. Tu Ouais. as le cas du mec qui fait du trading. Bah, ça, à la fin de l'année, bah, ça va aller en stock parce que c'est son activité principale de faire du trading de crypto-monnaie. Et tu as le troisième cas de figure du type qui achète de la crypto pour faire des placements, par exemple en DeFi ou pour payer ses fournisseurs ou recevoir également des créances de ses clients. Bah, ça, c'est un compte de cash. Tu vois, ne serait-ce qu'avec, si on partait juste de la partie Bitcoin, on va sur trois catégories de comptabilisation. Ça, c'est du Ah, côté de l'acquéreur. Maintenant, du côté de l'émetteur. Par exemple, bon, je ne vais pas citer une entreprise en question, mais tu vois, supposons que tu es PSAN et que toi, tu conserves le Bitcoin pour le compte de ton client. Bah, ça, aujourd'hui, sur ce cas de figure, l'autorité des normes comptables s'est positionnée, heureusement d'ailleurs, vu le nombre de PSAN qui sort de plus en plus. Tu as un compte, enfin, tu n'es pas censé comptabiliser les cryptos que tu conserves pour tes clients. En revanche, si tu fais du trading, enfin, en gros, si tu achètes conserve tes cryptos. Là-dessus, tu n'as pas de sujet, tu ne comptabilises pas. Supposons que ton PSAN te propose un yield sur ces cryptos-là. Là, tu te retrouves dans le schéma du PSAN qui va emprunter à ton client, en quelque sorte. C'est une opération de note pour toi. Hein. Toi, tu fais juste ton placement chez le PSAN, en plus de l'acquisition, mais lui, il se retrouve à placer tes fonds. Donc ça va générer de la comptabilisation. Tu vois, donc sur un seul cas de figure, tu peux avoir plusieurs types de comptabilité. Donc ça, c'est ne serait-ce que sur la partie crypto. Maintenant, on va arriver un peu sur les cas des NFT. Là, c'est pareil, c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, derrière le mot NFT, tu peux tout avoir et rien avoir aussi. Tu vois, moi, j'ai, par exemple, récemment vu un client acheter un World of Woman qui va être utilisé au titre de son logo pour sa société. C'est un actif qu'elle a, enfin, moi je considère ça comme un actif, mais qu'elle a payé plus de 5K. Le souci derrière, c'est que je n'ai pas de cotation, moi, une cotation officielle, là, au 31 décembre, pour évaluer ce logo. Je peux aller un peu sur les 2-3 sites, mais tu vois, tu as cette problématique de cours légal. Donc ça, c'est une des choses. Mais tu as également, derrière les NFT, tu peux aussi avoir des member pass. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des member pass à vie. Tu as des problématiques aussi en matière de revenus. Je t'explique, par exemple, dans une comptabilité normale. Supposons que tu es un développeur, tu as pris une mission de 6 mois pour un client qui démarre au 1er décembre. Tu as peut-être réceptionné 50% des fonds pour cette mission de 6 mois. Au 31, ton exercice va clôturer au 31 décembre. Là, dans ce cas, en fait, ce qui se passe, c'est que pour le travail effectué pour le mois de décembre, ça, tu le gardes en compta. Tout le reste, tu vas passer à un cut-off. En gros, tu vas extourner les sous que tu as reçus, enfin, la prestation que tu as reçue, le chiffre d'affaires que tu as reçu, en avance. Mais dans le cas des revenus à vie, comment tu veux le traiter, en fait? Tu n'as pas le laps de temps à la fin. Enfin, tu ne connais pas quand est-ce que ça finit pour le coup, alors que tu es en face, tu es censé délivrer toujours du service parce que voilà, tu as donné ce droit à vie, en fait. Tu vois, donc ça, pareil, c'est une grosse galère aujourd'hui de ce côté-là aussi, tu vois.
Je suis en train de regarder un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est là où il y a la différence entre les comptes 2, 3, 5. Selon la c'est ça. Alors les comptes 2, 3 et 5, je sais pas si tu peux nous vulgariser ça Ouais. grossièrement. Pardon, ouais. Là j'ai l'impression qu'il y a un connaisseur. Oui, effectivement, le compte 2, en l'occurrence, c'est les comptes d'actifs, pardon, les comptes d'immobilisation. Et donc là, typiquement, le compte d'immobilisation incorporelle. Le 3, c'est tout ce qui est relatif au stock. Et la partie 5, c'est tout ce qui concerne le cash. Tu vois. Donc là, en D'accord. l'occurrence, ne serait-ce que même là-dessus, tu vois, par exemple, je te donne un exemple sur la partie 5. Tu transfères du fiat de ton compte bancaire vers ton compte à PSAN ou peu importe, ou qu'il soit pas PSAN. Prenons Binance, sans leur faire de la pub. Ça compte, quand tu vas transférer du fiat, ça va aller dans un compte 517. Ensuite, tu achètes de la crypto de Binance vers toujours chez Binance, mais de l'euro en crypto, tu te retrouves avec un autre compte comptable, un autre 5, qui là, en l'occurrence, a un 522. Donc voilà. C'était un peu pour répondre à la question de TMGQ. Ok, ok. Et du coup, pour enchaîner, admettons dans une entreprise ayant une trésorerie crypto, donc les créances payées en crypto, les frais de gaz, ils peuvent être comptabilisés en classe 6, donc peut-être, voilà, pareil, définir la classe 6 avec la crypto dans un CPT5. Qu'est-ce qu'un CPT5, Oussem? Un compte de classe 5, En fait, c'est classe un 6, compte c'est les 5, ouais, charges. c'est ça. Ouais. Le CPT5, je pense qu'il voulait dire le Ok, compte de la classe 5. Mais là, ouais, au niveau, la classe 6, c'est la classe des charges et la classe 7, c'est la classe des produits. Bon, tu vas devenir comptable à la fin du live. C'est top. Sur la partie frais de gaz, en fait, la problématique aujourd'hui, quand tu fais appel à un PSAN, souvent, tu as un justificatif qui te donne les frais qui peuvent faire office de justificatif. Tu vois, par exemple. Mais en revanche, si tu es sur MetaMask ou ailleurs où tu vas payer des gas fees, en fait, le souci là-dessus, c'est que aujourd'hui, le Blockchain Explorer ou la copie écran de ta hash que tu vas m'envoyer, ce n'est pas un justificatif dans la pratique. Enfin, je vais me mouiller en disant ça dans la pratique, on le déduit, on passe en charge, mais en réalité, on peut se faire rétoquer par l'administration qui nous disent il nous faut une facture pour déduire. Aujourd'hui, pour déduire une charge, c'est censé avoir un vrai justificatif. Et, ouais. par justificatif, par vrai justificatif, j'entends une facture, tu vois, en bonne et due forme avec les mentions du fournisseur, du bénéficiaire, etc., etc. Mais ça, c'est pas possible. Une capture d'écran des gas fees sur MetaMask, ça passe pas. C'est pas un justificatif au sens, au sens de l'administration fiscale. Et peut-être sur Scan, peut-être qu'on aurait des informations qui feraient preuve de loi, comme autant qu'une facture, non? À l'heure Non, actuelle? je sais pas, je négocie, hein. Je En négocie. tout cas, non. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pratique, on utilise justement ces justificatifs-là Ok, pour pouvoir déduire. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas eu de contrôle sur ces questions-là. d'accord. En même temps, c'est assez récent aussi. Parce que Et moi, je pense que ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord. En fait, disons qu'officiellement, ce n'est pas un justificatif. Ouais, c'est pas encore Mais le cas, mais en fait, si tu passes sur les principes comptables, ça reste sincère et fidèle, tu vois. Donc, disons que, en fait, t'es pas. En fait, ce qui se passe, c'est que pour que la facture soit en bonne et due forme, il faut que tu as des mentions. Une des mentions, c'est qui est ton fournisseur. Là, la blockchain, c'est pas ton fournisseur. Tu vois. c'est vrai. Ouais, Tes ouais. mineurs ne sont pas des fournisseurs. T'as pas. Peut-être tu as la mention sur la date, etc. Mais tu vois, tu as plein de mentions qui sont C'est une obligatoires bonne. au niveau des factures qui manquent. Tu vois. Super. Une bonne idée pour ceux qui nous écoutent, hein. Peut-être qu'il y a un business à faire, une entreprise à créer,
avec, qui pourrait, comptabiliser les gaz fees, d'une certaine façon. Donc, voilà une idée qu'on lance, à notre ami, TMGQ qui, a un bagage d'expert comptable derrière lui, de DCG et qui a fait un diplôme en comptabilité. DCG, ouais, c'est un étudiant de diplôme de comptabilité générale, c'est ça. Et maintenant, full-time crypto, ah oui, ok. Félicitations. Et donc là, on voit justement un cas d'usage, assez propre à la crypto, à savoir du coup, voilà, faire passer les frais de gaz, en charge, hein, tout simplement. Il y a d'autres petites, anecdotes ou petits tips comme ça que tu aurais à nous partager? À vue de nez? Non, là, comme ça, j'ai pas d'anecdote. Enfin, j'ai pas de tips dans le sens où, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'essayer de garder quand même un maximum de justificatifs. Souvent, on se retrouve avec plein de cas, on parlait un peu en off des vraies problématiques qu'on a. En fait, c'est à la limite, les frais, enfin, en fonction de ton business, ça représente pas grand-chose au niveau du compte de résultat en gros de la comptabilité de la société, mais typiquement par exemple, si on reprend un peu le cas, en fait, on parlait un peu en off tout à l'heure où on disait, j'ai eu un cas avec un client qui a fait son drop de NFT sur la blockchain Elrond au moment où l'Elrond était au sommet à son ATH et aujourd'hui, enfin, le client en question a conservé ses EGLD et en fait, il se retrouve, enfin, il a quasiment rien swappé. Il se retrouve, il va devoir quand même payer des taxes sur le chiffre d'affaires qu'il a fait parce que nous, aujourd'hui, on comptabilise le drop au moment où il a lieu, pas au moment, pas aujourd'hui, en fait, même. Donc, il se Pas retrouve. au moment où c'est pas comme les particuliers où il faut comptabiliser ça au moment où ça passe en euros. Ouais, en fait, tu as deux problématiques. Tu as la première problématique, c'est que ton chiffre d'affaires, tu le comptabilises au moment où tu fais ton drop de NFT. Là, en l'occurrence, le drop de NFT a été fait quand l'Elrond valait plus de 300 dollars. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut à peu près dans les 40 dollars, 30-40 dollars. Le problème, c'est qu'il va devoir payer de l'impôt sur les sociétés Ah oui. sur une base qui est quand même pleine. Et en fait, en face, il se retrouve avec pas du tout de trésor parce qu'en fait, ces GLD ont perdu énormément de valeur. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu Donc parlais de... Pardon, dis-moi. Ah non, non, je te dis, donc premier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent, si vous voulez être sûr de pouvoir payer vos impôts à la fin de l'année, quand vous recevez, de la crypto, passez un peu par de l'euro, sortez un peu en euros, c'est ça? Alors, en fait, non, ouais, effectivement, il faut avoir une vraie politique de conversion dans la boîte parce que dans tous les cas, tu vas devoir payer des dettes fiscales, des dettes sociales. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas la possibilité de payer en crypto. Donc, il faut avoir une vraie politique de conversion. Ça, c'est une des premières recommandations. Une vraie gestion de trésorerie crypto. Voilà. Après, tu citais tout à l'heure la côté particulier vs entreprise. En fait, ça, c'est une des particularités aussi, justement. Tu vois, juste pour rappeler, au niveau des particuliers, en fait, les cryptos, les swaps crypto to crypto, en fait, par exemple, ne sont pas aujourd'hui fiscalisés. On revend au côté entreprise, toute transaction est comptabilisée. C'est-à-dire, tu achètes l'USDC à 1,01, je sais pas, je dis une bêtise, et tu cèdes, tu payes une facture au moment où l'USDC vaut 1,10, tu vas être fiscalisé, tu vois, alors que tu es resté quand même en crypto D'accord. pendant tout le temps. Tu vois, donc ça, c'est pareil, une spécificité, mais qui est en train d'être débattue. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, moi, je suis dans l'association ADEN, autorité sur le développement des actifs numériques, sont en train de négocier, voir si on ne peut pas faire sauter cette règle-là, mais pour l'instant, en tout cas, elle est appliquée. Donc, et qui En effet, ouais, pénalise. comme dirait,
Notre spectateur TMGQ, membre d'IARC, nous dit c'est ce qui est dommage, ça devrait être considéré comme une plus-value latente et passer des OD Ouais, externes. C'est quoi OD? oui, des écritures. En fait, tu as des provisions, en gros, Ah, des provisions externables selon le cours de extournables. l'actif. Ouais. Extournables, d'accord, selon le cours de l'actif. Mais bon, tant que c'est pas régulé, ça sera toujours flou. Donc c'est exactement ce que tu dis. Mm. Donc ouais, c'est en effet. Moi aussi, je considère que ça devrait être considéré comme une plus-value latente. Enfin, logiquement, par rapport au cadre comptable, Non, mais enfin, ça me je paraît ne sais pas cohérent, de quoi. quoi réellement on parle parce que la plus-value latente, c'est quoi? C'est dans le cas où, je ne sais pas, moi j'ai acheté euh, Bah, un Bitcoin à 10 000 et aujourd'hui il vaut 15 000 au moment où je fais mon bilan, au 31 ouais, décembre. Bah là, à ce moment-là, oui, c'est une plus-value latente. Mais dans ce cas-là, en fait, la plus-value latente, le gain latent ne se comptabilise pas. En revanche, la perte, ouais, si je reprends toujours mon exemple du Bitcoin que j'achète à 15 000, mais au 31 décembre, il vaut 10 000, bah là, en fait, je passe une provision, du coup, pour reprendre les termes de tout à l'heure, ouais, ouais, je passe une écriture pour constater mes 5 000 euros de perte latente et que je matérialise en comptabilité, en fait, tout simplement. Alors que dans le sens inverse, on ne le matérialise pas. Enfin, il n'y a pas d'impact en matière d'imposition. d'accord. Hop, toujours pour revenir un petit peu sur tes clients, Ouais. tu as pu constater, au cours de enfin, quelle évolution justement as-tu pu constater, sur la demande, des que ce soit des entreprises, des institutionnels ou quoi que ce soit d'autre, sur l'investissement dans la blockchain? Si c'est un enfin, s'il y a un intérêt qui est de plus en plus croissant, si, depuis le bear market, je sais pas, on peut voir une perte d'intérêt totale, et incongrue ou comment ça se passe? Comment se passe le marché? En tout cas, moi, ce que je vois à mon niveau, j'ai toujours le même nombre de clients en fait qui viennent me voir, bear ou pas bear. Au contraire, il y en a plus parce qu'ils profitent justement des prix bas pour pouvoir se positionner maintenant. En tout cas, j'ai énormément de boîtes qui n'ont rien à voir avec la crypto qui veulent investir aujourd'hui, enfin se positionner en crypto et voilà, avoir un pourcentage raisonnable parce que tu as aussi encore une fois des gens qui font n'importe quoi et qui veulent qui mettent plus de 50% de leur trésor en crypto. Hein. Mais tu as toujours ces boîtes Web 2, si je peux dire ça comme ça, qui sont toujours de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses pour pouvoir investir, enfin, intéresser à investir en crypto. Pour moi, j'ai pas vu. Après, je sais pas, je vais pas être non plus. En fait, ils viennent me voir pour ça, donc tu vois, j'ai pas non plus l'exhaustivité du marché. J'ai pas en fait, j'ai pas vu un, les clients actuels, ils continuent à investir dedans et des nouveaux clients viennent pour investir voilà, dessus. OK. Et les apports de liquidités sont conséquents, du coup ou plutôt frileux? Ça dépend des cas. Ça dépend Ça dépend des cas, ouais. des clients, ça dépend de la stratégie à avoir. En fait, comme j'ai une palette assez vaste, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'accompagne en fait des freelances, enfin, sans être péjoratif, hein, mais disons qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est ceux qui font le moins de chiffres versus des PME jusqu'à des PME qui font plusieurs millions. Tu peux avoir des freelances qui font aussi des millions, bien sûr, hein. Mais derrière, tu as un certain nombre de salariés, etc., etc. Donc, tout dépend en fait de ta situation, dans quelle activité principale tu es, quelle trésorerie tu as et c'est quoi tes objectifs aussi en matière d'investissement. Voilà. D'accord. On a Romain qui nous demande si tu es CIF ou certifié AMF pour conseiller les boîtes sur leur investissement crypto ou DeFi ou si tu les conseilles juste sur la compta? Non, moi Donc je fais SIF, c'est uniquement conseiller en investissement financier, hein, ouais, juste pour préciser. Ouais. exactement, ouais, conseiller en investissement financier. Non, je fais uniquement pour la partie comptabilité. Aujourd'hui, je fais du consulting, mais jamais de conseil en investissement financier. J'ai de plus en plus de demandes aussi, en fait, des boîtes qui sont
qui ne sont pas dans la crypto, mais qui ont déjà un expert comptable, qui veulent savoir en fait les impacts, par exemple, des investissements en crypto, que ce soit un impact en matière de fiscalité ou de comptabilité au niveau de l'entreprise. Là-dessus, j'interviens en consulting de manière exceptionnelle. Mais ce n'est pas de conseil en investissement, donc non, je n'ai pas besoin d'avoir cette casquette-là. D'accord. Est-ce que tu as des partages, des conseils, une quelconque recommandation pour les archers qui peuvent nous regarder, qui sont souvent perdus sur les questions de comptabilité Web3? Alors, je parle pas pour les archers en particulier, mais pour la plupart des acteurs de l'écosystème actuel. À quel niveau ils doivent se poser quelles questions surtout, et comment agir? En fait, en soi, c'est pas la comptabilité. Souvent, dans les projets, on vient un peu au dernier moment. Enfin, on pense, l'entrepreneur pense au comptable ou pense à choisir l'expert comptable au dernier moment. Dans le cas. En fait, c'est plutôt de manière générale que j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, je vois de plus en plus, enfin, de nombreux projets qui se lancent sans structure légale. Tu vois, ils sont en train de pitcher leur solution, commencer à développer un MVP, etc., mais sans structure légale. On se retrouve en fait dans un. En fait, moi, je suis dans une casquette d'expertise comptable, donc je ne vais pas être objectif, mais je pars du principe que quand tu es à plus d'une personne, tu es censé déjà te structurer dans le sens où, en fait, surtout quand tu lances un produit, enfin, quand tu es en train de bosser, tu avances des fonds, tu veux mettre en place des règles, ça ne coûte rien, enfin, ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui et c'est assez facile. En quelques jours, tu peux créer une boîte et structurer tout ça, tu vois, de passer. Aujourd'hui, moi, je vois énorme. Par exemple, un cas que je peux te citer pour contrer cet exemple-là, c'est j'ai quelques gars qui ont développé une plateforme de NFT qui s'en fait plusieurs millions. Ils ont fait ça en off. En fait, là, maintenant, ils se retrouvent à devoir gérer le cash-out. Ils ne savent pas comment le faire. Qui va supporter ils ont, supposons, je ne vais pas donner de détails, mais supposons qu'ils ont un seul wallet qui a la responsabilité du wallet, qui va prendre la responsabilité d'avoir les 30% de flat tax si jamais il reste en solo. Voilà. En fait, tu vois, ça devient très vite compliqué quand il s'agit ensuite d'aller sur la voie légale, si je puis dire ça comme ça. Donc, se structurer, être accompagné des bons interlocuteurs. Et là, tu vois, je ne parle pas que des experts comptables, mais des avocats, des fiscalistes. Se renseigner, ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, si c'est dans une optique de continuer en France, de se développer en France, de réussir en France. Voilà. C'est ça que je dirais surtout parce qu'il y a et j'entends en fait des pros disent bah non en fait on est en plein beer, on ne sait même pas ce que ça va donner mon drop, j'ai pas envie de payer, je sais pas 1000 balles de frais d'avocat pour créer ma boîte. Je sais pas si tu peux pas te avancer 1000 euros qui est une somme conséquence bien sûr. Hein. Derrière tu as aussi les problématiques de comment on va faire si jamais la boîte ne démarre jamais. Il va falloir faire quelque chose de cette boîte, tu vois. Mais voilà, enfin, en tout cas, si les voyants sont en vert, ne pas hésiter à se structurer très rapidement et ne pas attendre que vous ayez déjà plusieurs millions ou même plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires pour pouvoir ensuite se poser la question de comment je vais me structurer, comment on va gérer la relation associée, parce que tu vois, par exemple, tu peux mettre en place des règles en matière de pacte d'associés, etc.
Oui, c'est un conseil qu'on peut enfin, pour prolonger ton propos, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les builders de The Arch, c'est qu'il faut quand même bien s'entourer quand on commence un projet et le fait d'avoir un bon expert comptable, un bon avocat qui vérifie quand même la comptabilité future, la compatibilité juridique du projet. Avec le cadre légal français, c'est quand même des étapes qui sont importantes. Et oui, même si ça coûte 1000, 2000, même 3000 euros, voire plus, il y a des moments où il faut quand même s'assurer que quand on passe des mois à travailler sur un projet, bah, derrière, ça pose aucun problème. Donc c'est quand même une remarque qu'on fait, qui est de portée générale, mais qui est vraiment importante, je pense, pour tout le monde. On a Et une question. Ouais, j'ajouterais juste là-dessus qu'en fait, ça, c'est vraiment une remarque et ça s'adresse pas. Bon, là, on est devant un public Web3, hein, mais c'est aussi de manière générale. En fait, tu bien vois, sûr. tu peux développer euh, des, tout plein de choses en fait qui n'ont rien à voir avec la crypto. C'est le même conseil enfin, c'est la même recommandation que je donnerais, tu vois. Donc, Tout à fait. On a une question d'Infict France qui nous regarde et qui nous demande, tu regardes ce que fait Waltio, donc waltio.co, est-ce que tu utilises Waltio? Voilà, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu regardes? Voilà, ton ouais, avis. je les connais assez bien. En fait, de par ma position, en fait, je suis obligé de regarder tout ce qui se passe au niveau des outils. Aujourd'hui, tu as plein d'outils pour gérer les cryptos, typiquement pour accepter, payer les cryptos, manager les cryptos, faire du suivi, du tracking au niveau de l'entreprise. Là, je parle vraiment côté entreprise. Hein, tu as différents types de solutions. Et même au niveau de Alors, la excuse-moi, je comptabilité. t'interromps une Parce que seconde, juste pour les personnes, excuse-moi, j'interromps une seconde juste pour les sur Drop personnes. de NFT, quand tu as 5000. Ouais, pardon, Alors, excuse-moi, je t'interromps juste une seconde. ouais. Juste pour dire ce qui est Waltio.co, c'est un outil qui permet de calculer les plus-values imposables de vos crypto-monnaies et qui permet de pré-remplir la déclaration fiscale. Donc c'est un outil, je pense, qui est quand même qui est pas mal, je pense, pour les experts comptables et pour les entrepreneurs. Alors, c'est plus pour les particuliers, l'outil, Ouais. que pour les Ils entreprises. font pas de version pour les entrepreneurs. Ouais. Ils avaient développé en fait la partie entreprise euh, il y a quelques temps, mais qu'ils ont mis en pause. D'accord. Euh, mais aujourd'hui, ouais, ils s'adressent expressément en fait, aux particuliers et leur permettent justement de pouvoir calculer la plus-value, remplir les bonnes déclarations en fait. Euh, Et voilà. donc toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil en tant qu'expert comptable, d'outils voilà, un peu similaires à Waltio ou d'autres choses spécifiques blockchain qui permettent toi de peut-être de synthétiser de la donnée et de travailler plus efficacement et plus rapidement. Alors moi, j'utilise Walsio à titre personnel, mais pas au niveau de l'entreprise. D'accord. Mais côté entreprise, en fait, tout dépend des cas aussi. En fait, tu vois, par exemple, tu as une boîte qui s'appelle Cryptio, qui Mhm. sont là depuis quand même un bon bout de temps. C'est un des outils les plus avancés. Boîte, enfin, le CEO, il est français, hein, mais c'est une boîte qui est maintenant à l'international et enfin, dont la cible n'est pas vraiment les clients français, mais qui a un des outils les plus développés. Il est assez pratique quand, par exemple, tu as un PSAN en client. Derrière, tu as également d'autres outils qui sont en train de se développer, enfin, qui sont développés. Euh, Étant donné que j'ai cité Cryptio, je vais en profiter aussi pour les citer. C'est CryptoConta et Crypto Accounting. C'est deux solutions en fait qui sont en train de qui sont sur le marché, qui permet d'automatiser un peu la crypto-compta. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément d'incertitudes sur les comptes comptables. Même s'ils développent quelque chose d'automatisé, comme tu as cette incertitude, tu ne sais pas trop comment tu vas pouvoir l'utiliser. En fait, les cas sont tellement vastes et différents, enfin diversifiés, que tu ne peux pas tout non plus automatiser. Mais disons qu'il facilite quand même la prise. En fait, un des pain points qu'on a, c'est de récupérer
les valeurs en euros parce que tu peux avoir du business en Bitcoin ou peu importe. À la fin, j'ai envie de te dire, tu vas traduire ça en fiat, en euros pour la France. Donc, il te faut les valeurs et ça, c'est la valeur en fait, que tu vas prendre au moment de la transaction. Tu ne peux pas te permettre non plus de prendre une valeur moyenne. Je sais pas, je prends souvent pour raconter cet exemple-là, c'est le cas pas de l'UST, mais du Terra Luna. En une journée, il est passé en 24 heures, il est passé de 60 à 0. Donc, quelle moyenne, tu ne peux pas prendre une moyenne et dire je vais comptabiliser le Terra sur la moyenne journalière. Parce que de 60 à 0, tu as vu le gap. Donc, là, on est confronté à récupérer de la donnée en fait en temps réel. Et ça, justement, ces outils-là permettent de le faire. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Mais il y a énormément d'outils qui se développent. Moi, j'utilise également Request, que je citais tout à l'heure, par exemple, pour des factures. Mais tu en as plein d'autres. Tu as Utrust. En fait, tu as différents types. Aujourd'hui, il n'y a rien qui te contraint d'accepter des cryptos ou de faire des transactions avec la crypto sans même des fois toucher à la crypto. Par exemple, je vais prendre le cas de Utrust qui te permet d'accepter de la crypto, mais toi, tu ne verras jamais la couleur de la crypto à la fin parce qu'ils vont te verser du fiat. Mais toi, tu acceptes de la crypto, donc tu peux donner une bonne image vis-à-vis peut-être des clients que tu cibles. Tu vois. Et tu as plein d'autres solutions françaises, étrangères qui te proposent de mettre ça en place. Aujourd'hui, en fait, c'est un des trucs qui est en train de se développer. D'ailleurs, je l'ai lu dans le rapport à Messari qui est sorti il y a quelques semaines, qui dit justement les infras qui sont en train de se développer sur la partie reporting, compta, etc. On va beaucoup en entendre parler en 2023 et c'est là où il faut un peu regarder, miser, etc. Voilà. Ouais. Ouais, en effet, beaucoup d'investisseurs se penchent sur ce point-là parce qu'ils pensent que c'est globalement un endroit où il y a peu de risques, enfin, il y a moins de risques que sur d'autres secteurs Web3 ou blockchain. Et donc, ces entreprises-là, elles ont un fort potentiel sur les mois et les années à venir. J'ai une petite question un peu sur le conseil des experts comptables, le Conseil national des experts comptables, et ce que toi tu en vois sur l'implication qu'ils ont envers la blockchain, les cryptos. Est-ce que tu trouves qu'il y a un bon suivi, une vraie volonté de bien comptabiliser tout ça et quels travaux tu vois en cours et quel est ton point de vue sur tout ça? Plusieurs choses. En fait, dès 2017, il y a eu un groupe de travail sur la blockchain qui a été créé au niveau des instances de l'ordre des experts comptables pour pouvoir comprendre la technologie, voir ce qu'elle peut faire. On a même eu droit, en fait, via un intermédiaire, justement, en fait, ils ont mis les diplômes, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1975, tous les diplômes du DEC, du coup, des experts comptables qui sont sur la blockchain. Donc ça, c'est un cas qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai participé il y a quelques semaines à différents congrès des experts comptables où pendant plusieurs sessions, on a eu droit à des sessions, enfin des workshops sur c'est quoi le métavers, comment traiter, c'est quoi les NFT, comment traiter la compta. Aujourd'hui, il y a 2 formations aussi qui sont en train de se donner sur comment traiter la compta crypto quand tu as un client qui vient et qui investit en crypto. Donc, non, en fait, ils sont très porteurs. Et typiquement, un des outils que j'ai cité tout à l'heure est développé par 2 experts comptables. Donc, tout le monde suit ça de près. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est qu'on n'est plus en 2017, c'est plus un marché de particuliers où on est entre nous à investir, etc. Il y a vraiment de plus en plus de personnes, d'entreprises, d'institutions qui s'intéressent à la crypto. Et l'expert comptable ne pourra pas refuser ad vitam les clients
parce qu'il ne sait pas gérer la crypto, parce qu'il n'a pas envie de gérer la crypto. Parce que tu as deux cas de figure, en fait. Tu as des experts comptables qui veulent aujourd'hui ne rien savoir de la crypto parce que voilà, ils n'y croient pas, etc. Il y a un problème d'acculturation. Et tu as d'autres experts comptables qui veulent bien s'initier, mais qui ont des difficultés justement avec les justificatifs, les diligences à mettre en place. Et du coup, ça refroidit plus d'un. Et au final, ils repoussent, mais ils ne pourront pas repousser, d'où ces formations qui se mettent de plus en plus en place, d'où ces outils qui se développent aussi au niveau français pour faciliter la prise en main, que ce soit via l'entreprise, VS expert comptable. Ah oui, donc il y a quand même il y a une forte volonté, il y a un fort suivi et toi, je pense que ça te aussi ça dans ta pratique de tous les jours, ça te permet de Ah, Je crois que je c'est un peu crois qu'il nous a quittés. Ouais. On l'a trop fatigué avec la compta. Les aléas du direct, de toute façon. C'est ça. Mais ouais, Voilà. ouais, ah, le revoilà. et voilà, c'est un peu les inconvénients du direct, hein. Vraiment. Est-ce qu'on a d'autres questions encore dans le public ou Aaron, est-ce que tu as des questions aussi encore Non, mais ouais, nous je constate qu'il y a tout un travail d'éducation à faire du coup sur les ressources humaines du secteur de la comptabilité pour la transition Web3. Jusqu'à présent, j'ai eu pas mal d'échos de builders qui me disaient, bon, là on parle il y a quelques mois, peut-être quelques années même, qui me disaient que ça pouvait être compliqué de trouver, que des fois les listes d'attente étaient assez longues sur la comptabilité, sur tout ce qui pouvait toucher à la fiscalité. Aujourd'hui, c'est moins le cas donc, et ça va aller continuer d'aller dans ce sens. C'est ça que tu nous disais en gros? Je parlais, alors l'histoire, pas par rapport à quoi, mais en tout cas, oui, ça va dans le bon sens. De plus en plus d'experts comptables s'intéressent au sujet, sa culture, participent à ces formations. Viennent, moi j'ai vu justement salle remplie pendant les workshops durant les congrès. Il y a même eu une session de découverte de NFT où il y avait deux experts comptables qui apprenaient à tous les participants qui passaient au stand. La plupart des participants, c'est des experts comptables qui leur expliquaient est-ce que c'était comment créer un wallet MetaMask et à la fin de la session, ils leur envoyaient le premier NFT. Voilà. Donc, tu as vraiment tout ce travail qui est fait et qui continue, enfin, qui va s'accentuer dans les semaines, mois, années à venir. Quoi. Parce que ça devient mainstream, encore une fois. Et l'attrait pour la technologie est concret. Parce que voilà, comme tout le monde, toi le premier, tu l'as dit, on rentre pour l'aspect très financier, et après on comprend les valeurs, la technologie, tout ça. Ce sont des technologies qui parlent, qui parleraient et qui sauraient convaincre du coup les gens de ce milieu-là, ou ça peut être rebutant comme pour, je sais pas, les banquiers, des fois qui ont un discours suite à leur éducation, qui peut être très péjoratif sur le Web3. En fait, non, le souci, c'est que souvent, un peu comme partout, la première critique qu'on entend, c'est ça repose sur rien. Moi, je continue à avoir des messages des copains qui me taquinent à chaque baisse ou à chaque conflit, enfin à chaque drama qui se passe sur les réseaux. Alors ça va, tu t'en sors bien, t'as pas trop perdu. Mais ils oublient en fait tout le côté, toute l'autre partie, j'ai envie de te dire. Mais en fait, une fois que tu as passé cette étape de, en fait, c'est pas que du virtuel, ça repose sur quelque chose. Derrière, il y a des boîtes, il y a des gens qui travaillent dur
en fait, tu vois que en fait, ils adhèrent ensuite. Mais disons que le premier frein, c'est voilà. Enfin, la première étape, c'est de passer du fait de non, en fait, c'est pas que virtuel et ça sert pas que à spéculer en fait. Une fois que tu sors de cette zone, là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Mais il y a une vraie volonté, pour répondre à ta question, il y a une vraie volonté d'aller dans le bon sens. En tout cas, moi, c'est ce que je vois quasiment au quotidien. Excellent ça, excellent. Pour prolonger ce que tu disais un peu précédemment, est-ce que tu peux nous parler un peu de comptabilité sur des NFT? Comment ça se passe, quand le prix d'un NFT, enfin, comment tu évalues le prix d'un NFT quand il augmente, fois 100, quand il baisse de 80, comment tu gères ça toi, comptablement? Parce que, c'est un casse-tête, je pense, pour pas mal d'entre nous. Déjà, la première chose, c'est que derrière le mot NFT, il faut savoir ce qu'il y a. Ouais, 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 ouais. Parce Alors, que tu ouais. peux vraiment avoir tout et n'importe quoi. Parce que en Alors, fonction de ce que ce soit par la exemple un NFT comptabilisation sera artistique, différente. un PFP, ouais, pardon. Un NFT artistique, un PFP ou un NFT utilitaire. Ouais, je pense que c'est à peu près les segmentations que tu fais. Non, tu fais quelle segmentation, toi? Non, en fait, derrière, là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en fait, tu as énormément de NFT qui se vendent pour donner accès à un groupe privé, pour donner accès, je ne sais pas, à des services, à un club privé, etc. Enfin, par exemple, je peux même te prendre le cas que je cite aussi souvent dans les représentations, c'est le NFT qui te donnait accès au Coachella à vie, au festival de Coachella à vie. Ça, aujourd'hui, est-ce que tu le mettrais à l'actif de ton entreprise ou au compte de résultat de ton entreprise, si je veux parler pas trop technique? Ça, c'est la première chose. Moi, je dirais, Derrière, ça serait une voilà. immobilisation incorporelle. Donc, moi, je mettrais ça plus en actif. J'en sais rien. Après, c'est toi l'expert comptable, hein. Moi, je suis là Non, non, pour prolonger la conversation. en fait, tout simplement, c'est juste pour justement, c'est pour te faire réfléchir que je dis ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est à l'interprétation de chacun. Ça, c'est la première chose. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais les 20% de ces NFT qui donnaient accès à vie au festival à vie de Coachella étaient chez FTX. Du sûr. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, supposons que toi, tu faisais partie de ces 20%-là, tu n'as plus accès. Donc, aujourd'hui, tu te retrouves avec une casserole que tu vas devoir passer en perte. Mais tu ne sais pas non plus si, parce que ça, c'est typiquement un sujet qui est en grande mode en ce moment. C'est, enfin, malheureusement, c'est tous ces clients-là qui avaient des sous chez FTX. Donc là, je parle clients entreprises qui vont devoir passer de la provision en fait pour une dépréciation de leurs créances, de leur crypto. Et on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Est-ce que ça a bien avancé? Est-ce que c'est mort pour de bon, si je peux dire comme ça? Et du coup, on passe ça en perte. Tu vois, donc il y a toujours tous ces sujets-là, en fait, qu'il faut analyser. Et c'est vraiment du cas par cas, en fait. C'est pas, en fait, tu vois, je peux pas dire, tiens, tel PFP, tu peux acheter le PFP qui vaut 1 euro, tu vas pas le mettre j'ai envie de te dire, tu vas pas le mettre en immobilisation incorporelle. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ok. Et alors, une question aussi pour prolonger, la discussion. Donc ce que fait l'expert comptable pour résumer un petit peu, aux personnes qui nous regardent, c'est entre autres s'assurer que la comptabilité est conforme au plan comptable général français et aux principes de base et dans quelle perspective, le plan comptable général, français, il a été, mise en place, avec une perspective du ministère, de l'économie et des finances et donc une perspective fiscale et donc dans cette idée-là, est-ce que toi, tu as déjà eu des contrôles fiscaux sur des comptes, que tu as pu certifier, dans lesquels il y a des cryptos et donc, quelle interprétation il y a eu des choix que tu as faits? Parce que c'est l'aboutissement un peu de tout ton travail, j'ai l'impression.
J'ai pas entendu la moitié. Je suis désolé, j'ai pas entendu la moitié de ta phrase. Ça coupe par moment. Je Allez, sais pas bon, si tu c'est que m'entends? chez moi ou. Ouais. Je t'entends, Ça mais en fait, coupe. ça coupe par moment. Ouais. Ah, Je sais pas, pardon. Aaron, Donc, pour faire très simple, est-ce que tu as déjà eu des contrôles fiscaux sur des comptes que tu as certifiés et à quelle interprétation du droit tu as eu à faire face? Enfin, Non, comment ça alors. s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors non, j'ai pas eu deux choses. La première, c'est que la certification des comptes est faite par les commissaires aux comptes. J'ai pas cette Ouais, casquette-là. En fait, avec le diplôme, tu peux avoir la casquette de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. Moi, j'ai uniquement pris la casquette de l'expertise comptable. Donc, d'accord, en tu fait, fais pas les je 2. fais la comptabilité des comptes, mais je ne certifie pas les comptes, qui est le OK, travail du commissaire aux comptes. bien sûr. Parenthèse fermée, j'ai pas eu de contrôle pour l'instant. Euh, Juste pour rappel, ça fait que 1 an que j'exerce, donc j'ai pas eu encore, même autour des confrères qui exercent depuis plus longtemps, je n'ai pas eu vent de contrôle sur des clients Web3. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai fait plusieurs rescrits, euh, en revanche, pour essayer de résoudre des cas, des interprétations. On n'a pas souvent les réponses, ou souvent, quand ils répondent, c'est pour dire ça va au niveau de la direction générale et ça s'arrête là. Donc, c'est des discussions informelles, mais personne ne se positionne parce qu'en fait, il n'y a pas de texte. Même, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a eu un débat récemment au niveau de l'autorité des normes comptables, à qui on a demandé justement de nous aider dans la comptabilisation, de nous donner des comptes comptables pour les NFT. Et leur réponse était très simple et très juste aussi. C'est que aujourd'hui, on n'a pas une définition juridique des NFT. Donc, sur la base de quelle définition on vous donne euh, un, un compte comptable, tu vois. Donc, aujourd'hui, cette question est en suspens. Mais un NFT, a priori, c'est un ERC 721 ou équivalent sur une autre blockchain. Oui, non, mais ça, c'est la partie technique. Mais juridiquement, comment tu traites un NFT? Aujourd'hui, juridiquement, le NFT n'est pas traité. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est un Ouais, certificat sur la blockchain? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Tu vois, ouais, bien sûr. et c'est ultra compliqué de définir la première chose. Et derrière, du coup, vont découler des conséquences en matière de comptabilisation. Et je pense qu'une fois, à mon avis, hein, on aura des comptes comptables une fois qu'on aura une définition, et derrière cette définition, je pense qu'il y aura des cas, des sous-jacents, et à partir de ces sous-jacents-là, on aura des comptes comptables. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a plusieurs comptes 52. Les jetons que tu détiens, c'est dans un compte dédié. Des jetons que tu empruntes, c'est dans un compte dédié. Donc, je pense que, à mon avis, ça va être la même chose pour les NFT aussi. Ouais, ouais, tout à fait, en fait. Donc, c'est vraiment en cours de définition. Donc toi, ton métier, c'est vraiment de suivre tout ce qui se passe, au jour le jour et petit à petit, définir les différentes situations auxquelles tu as à faire face et c'est un peu une excellente conclusion, pour cette soirée. C'est que, c'est un travail, en cours d'achèvement, enfin en progression et donc il faut faire un builder stock, expert comptable tous les mois, moi je dis. Il faut suivre tout ça, quoi. Tous les mois, je pense pas, mais ouais, on peut se Non, dire. mais sérieusement, non, mais c'est un sujet qu'il faut continuer à surveiller, et on est très content, que tu aies pu participer à ce builder stock, Houssen de d'Old Consulting, vraiment parce que ça nous a permis déjà de comprendre mieux ta perspective, comprendre mieux, ceux qui pour les builders, de The Arch, comment, suivre la comptabilité, leur trésorerie crypto, qui contacter, quand il faut des avis d'experts et c'est vraiment
C'est vraiment le but de The Arch. Et toi, bah, tu fais partie de nos experts de The Arch qui aident les autres à avancer et à mieux comprendre le Web3, les problématiques blockchain et crypto. Et on remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Aaron pour la présentation. Merci à toi, Houssen. Bah, je me remercie aussi. Bah, merci à toi, Robin. Bah, excellente soirée à tous. On vous capte au prochain Builder's Talk. N'oubliez pas, join the Arch. Merci à tous les deux. À très bientôt.